Bonjour à tous et bienvenue. Souvenez-vous de ces fameux mercredis après-midi ou mercredi matin. On suivait nos héros préférés et leurs aventures totalement innocentes, n'est-ce pas? Et si je vous disais que, derrière ces séries cultes, se cachaient parfois des images beaucoup moins enfantines, des petits clins d'œil coquins ou des sous-entendus osés que personne n'avait remarqué à l'époque, ou presque. Aujourd'hui, on ressort les vieux dossiers. On va redécouvrir ces séquences qui feraient un scandale sur les réseaux sociaux si elles sortaient maintenant. Prêt pour une nostalgie pimentée pour commencer l'année? C'est parti! Des paquets de dollars et les bijoux, les renoirs disent au revoir. Edgar, prince de la cambriole. Pour bien comprendre, il faut revenir dans l'ambiance des années 80 et 90. À l'époque, c'est la guerre des audiences entre les chaînes françaises qui s'arrachent les programmes japonais. Le problème, elles achetaient ces séries par catalogue entier, sans même prendre le temps de les regarder. En voyant des dessins colorés, les directeurs de chaîne pensaient, à tort, que c'était uniquement pour les enfants. Ils les ont donc balancés à l'heure du goûter entre deux pubs pour les jouets. Mais au Japon, la vision était différente. Certaines de ces séries visaient les ados ou les jeunes adultes. Là-bas, glisser un peu de fanservice était une forme d'humour classique. Par exemple, on avait les séducteurs comme Nicky Larson ou Cobra, des personnages un peu machos, parfois lourds, mais qui gardaient toujours un côté héroïque. Ensuite, il y a aussi le palier au-dessus. Regardez des personnages comme Tortue Géniale ou Matorif. Aujourd'hui, leur comportement ferait moins rire et on parlerait presque de harcèlement. Entre les mains baladeuses et les tentatives pour voir sous les jupes, ce qui passait pour un simple gag est devenu impossible à diffuser, même au Japon. C'est d'ailleurs fascinant de voir comment ces personnages de fiction ont dû s'adapter. Regardez cette scène. Entre la version originale et le remake de 2020, le personnage est carrément rentré dans le rang. Ses réactions ont été totalement lissées pour correspondre aux standards actuels. Les morts ont changé et ce décalage entre hier et aujourd'hui est tout simplement vertigineux. Et c'est précisément là que tout se complique. Ce qui n'était au départ qu'une différence culturelle s'est transformé en un vrai clash entre les studios japonais et les diffuseurs français de l'époque. Mais alors, comment en est-on arrivé à ce point de non-retour? D'un côté, la France qui ne comprenait pas ce qu'elle diffusait, et de l'autre, le Japon qui ne supportait plus de voir ses œuvres massacrées. C'est un point crucial à comprendre. Au Japon, l'auteur et son œuvre sont sacrés. Imaginez leur réaction en voyant les chaînes françaises couper des scènes entières ou transformer des dialogues sérieux en parodies ridicules. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger! Maintenant vous connaissez la douleur des blessures. Le cas le plus célèbre, c'est Ken le Survivant. Les doubleurs français, choqués par la violence, ont décidé de jouer la série sur le ton de la blague. Sauf que pour les Japonais, c'était une trahison et un manque de respect total. En parallèle, en France, une vraie croisade s'organise. On commence à parler de japonaiserie. Des politiques et des associations de parents dénoncent une violence gratuite qui corrompait la jeunesse. Les chaînes, harcelées par les critiques et les amendes, finissent par prendre peur. Au lieu d'admettre qu'elles s'étaient trompées de public, elles ont préféré pointer du doigt les dessins animés japonais, devenus le bouc émissaire idéal. C'est aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables. À partir du milieu des années 90, les studios japonais commencent à mieux bétonner les contrats de diffusion. Résultat, certaines séries, annoncées en fanfare, ont carrément disparu des programmes. Souvenez-vous de Borkman, que le Club Dorothée avait teasé, mais qui n'est finalement jamais arrivé. Pour combler ce manque et calmer le jeu, les chaînes françaises ont fini par produire leur propre série, beaucoup plus lisse et politiquement correcte. C'est ce divorce qui a sonné le glas du Club Dorothée et de toute une époque. Maintenant que le décor est planté, vous allez comprendre pourquoi tout cela a explosé. Regardons de plus près ces scènes qui, aujourd'hui, ne passeraient plus jamais le cap de la diffusion. Pour chaque séquence, je vais vous replacer rapidement le contexte de l'épisode. Petit détail technique, pour vous offrir la meilleure qualité visuelle possible, j'ai utilisé les sources japonaises restaurées, plutôt que nos vieilles versions VHS françaises, souvent trop dégradées.
Par souci de cohérence avec nos souvenirs, je conserverai les noms français des personnages. Commençons par un classique, Goldorak. On se souvient tous de l'alchimie entre Alcor et Phénicia, qui forme un duo explosif, loin de la maturité de Vénusia ou du côté solitaire d'Actarus. Que la lune est belle, on dirait un miroir. Tu crois qu'on peut y voir s'y réfléchir ses sentiments? Dans cet épisode, Phénicia vient réveiller Alcor, qui est resté au lit. Après plusieurs tentatives, elle tire brusquement la couverture et son ami tombe au sol. Regardez bien la caméra, elle se focalise sur Phénicia qui rougit violemment. On devine sans peine que Alcor dormait à poil. Laisse-moi dormir encore 5 minutes ou 10 minutes. Bon, alors les grands moyens. Restons avec la jante masculine, mais dans un registre bien plus ambigu. L'antagoniste, Yuda, dans Ken le Survivant, est fasciné par Rey. Même si le doublage français a totalement modifié les dialogues, le regard ne trompe pas et laisse sous-entendre que ça dépasse la simple rivalité. La scène qui a surpris à l'époque, c'est celle du maquillage, qui est incroyablement osé pour un programme destiné aux enfants. Dans Albator 78, le combat final contre la reine Sylvidra est d'une intensité rare. L'antagoniste est un personnage complexe, presque tragique. Mais lors du coup final, porté par Albator, ses vêtements sont littéralement déchirés par l'impact, la laissant dénudée avant qu'elle ne saigne. Le narrateur est d'ailleurs très clair. Pour elle, cette situation est pire qu'une défaite, c'est une humiliation totale. Une métaphore qui se passe de commentaires. La Furesia de atta. Daga. Passons à la reine des manipulatrices, Magali ou Fujiko Mine dans Edgar le détective cambrioleur. Ce personnage est l'une des premières vraies femmes fatales de l'animation japonaise en France. Elle est belle, intelligente et fait tourner en bourrique la police comme les héros. Le générique français donne d'ailleurs le ton. Entre la voix suave de Liane Davis et le visuel inspiré par Andy Warhol, l'introduction est particulièrement coquine. Et les bijoux, les renoirs disent au revoir. Edgar, prince de la cambriole. Même dans les Chevaliers du Zodiaque, on y a droit. Il n'y en a pas beaucoup, mais une scène est passée entre les mailles du filet. Avant l'arc du sanctuaire, Saori se fait enlever par le chevalier d'argent du corbeau. Regardez bien le regard et l'animation de la main du chevalier, alors qu'elle est inconsciente. C'est assez troublant. D'ailleurs, lors des rediffusions, cette séquence a disparu. Dans le dossier Dirty Pair ou Dan et Danny, je vous parlais du côté décomplexé de la série. Dans les derniers épisodes, sortis directement en vidéo au Japon, les animateurs se sont totalement lâchés. On y voit la tomboy utiliser ses charmes de manière très directe pour distraire les gardes. On sent tout de suite que la liberté de ton n'était plus la même qu'à la télévision. Avec Nickelodeon, c'est un festival. Si les scènes suggestives sont passées lors de la première diffusion, les rediffusions ont fait un grand ménage. Je ne parle pas seulement des dialogues, mais bien des visuels comme des personnages féminins nus sur leurs draps. もしもあなたが本心から私のことを思ってくれているなら証明してみせて。りょう、起きろ。ほら、もう朝だぞ。また夜遊びしたな。Ou encore l'inspectrice Hélène, qui se fait piéger par ses propres promesses. La scène nous montre aussi que le héros, malgré son côté chaud lapin, sait aussi les limites à ne pas dépasser. Mais la séquence qui reflète le plus la série et va donc mélanger images sexy et humour, c'est cette scène où Nikki, pour détourner l'attention, soulève la jupe d'Hélène pour tirer entre ses jambes. Entre les sous-vêtements sexy et la position, on est loin du dessin animé pour enfants. Pour terminer, parlons de Cat's Eye. C'est l'exemple parfait des animes prévus pour un public averti au Japon, mais diffusés chez nous à n'importe quelle heure.
Ici, les animateurs jouaient énormément sur le sex-appeal de l'aînée des sœurs, Cilia, que ce soit pour ajuster la cravate du commissaire avec un décolleté plongeant, ネクタイが曲がっていますわ。おおこれはどうあら ou pour déstabiliser la jante masculine, elle savait y faire. ごめんなさい。ファスナーが下ろせなくて。 Mais le plus incroyable, c'est le deuxième générique d'ouverture japonais conservé tel quel sur France 3. Enfin, presque tel quel. Conscient du côté sulfureux, la chaîne avait déplacé le générique en fin d'épisode pour qu'il soit plus facilement zappé par les parents. Et on comprend pourquoi. On y voit Tam, la seconde sœur, dans une ambiance de sauna, entre pauses langoureuses, gouttes de transpiration et le titre qui s'affiche dans la buée. Je peux vous dire que même en hiver, la température montait de quelques degrés, devant la télé. Jugez plutôt. La liste est encore longue, entre les transformations dans Sailor Moon et les sous-entendus de bien d'autres animés. Il y aurait de quoi faire des heures de vidéo. Mais vous l'avez compris, derrière nos souvenirs d'enfance se cachait une audace parfois surprenante. Alors, que retenir de ces moments un peu limites? Faut-il les pointer du doigt et les censurer? Je ne pense pas. Ces scènes n'auraient sans doute jamais dû se retrouver là, à 16h30, entre deux épisodes de Petit Ours Brun. Mais c'est justement ce décalage qui rend cette époque si unique. Avant, c'était une télévision plus libre, un terrain d'expérimentation parfois maladroit, mais toujours fascinant. Remémorer ces animés aujourd'hui, avec notre regard d'adulte, c'est un peu comme retrouver un vieux journal intime. On sourit de ses maladresses, mais on garde toujours un souvenir nostalgique pour ces héros qui ont façonné notre imaginaire et, ne le cachons pas, nos premiers fantasmes. 似合うかしら。 En conclusion, c'est peut-être ça l'héritage de notre enfance, un mélange unique d'innocence et d'irrévérence, un cocktail qu'on ne retrouvera sans doute plus jamais. Voilà, ce dossier touche à sa fin. Pour ceux qui ont grandi avec ces images, j'espère que ce petit voyage dans le temps vous a rappelé de bons souvenirs. Et pour les plus jeunes qui nous regardent, j'espère que cela vous aura donné la curiosité de découvrir ces œuvres. C'est justement ce mélange d'audace et d'innocence qui rend les animés de cette époque si uniques. Maintenant, c'est à vous. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué ou choqué quand vous étiez petit? Dites-le moi dans les commentaires. Et si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains dossiers. Et pour bien continuer la nouvelle année, le prochain dossier se fera en musique, puisque nous allons décortiquer ensemble la vraie fin d'Avatar 78 et analyser la puissance émotionnelle de ces thèmes de fin. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, très important.